poser quelques questions aux uns aux autres ou nous poser des questions sur ce qu'on aura entendu collectivement. Oui, donc bonjour à tous, Mireille Guignard. Donc peut-être que je peux rappeler que je suis en effet secrétaire générale adjointe d'une structure qui accompagne en fait les collectivités, qui est principalement sur le processus de projet et sur la relation finalement entre maîtrise d'ouvrage, collectivité. Notamment, on a été aussi créé pour ça en amont de la décentralisation en 77. Suite à la loi sur l'architecture, et donc relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvres privées, donc c'est-à-dire sur la question de comment on fait architecture, comment on s'occupe du cadre de vie et quelque part comment on prépare aussi cette commande très particulière pour les collectivités, un achat pas comme les autres qui est vraiment construire et transformer le cadre de vie. Donc en tant que grand témoin, et surtout sur une question très large, et je suis très contente, merci le CAUE de m'avoir posé cette question-là, parce que c'est un exercice que je fais un peu en mode inversé. D'habitude, on est assez juridique et technique, et là, je vais reprendre plutôt des sortes de points très généraux pour pouvoir accompagner finalement une commande sur le déjà là, mais en fait, à chaque fois qu'on fait un projet, finalement, on travaille avec le déjà là, on travaille avec l'existant, ça a toujours existé, même si à un moment, on ignorait un petit peu comment mieux l'intégrer dans les processus de projet. Du coup, j'ai pris arbitrairement 7 points, en fait, 7 points en se disant, en effet, on change de paradigme, il faut changer de paradigme. Alors moi, je porte ça depuis 10 ans. J'ai travaillé avec, un moment avec le GIEC sur le littoral, avec le changement climatique, et à chaque fois, on me disait, il faut changer de paradigme. Alors, qu'est-ce que c'est? Et je me suis un peu reposé la question, là, grâce à vous, j'active, donc j'ai appelé ça 7 points ou 7 principes. Alors c'est plutôt des points, après j'ai enlevé principe, j'ai mis points parce qu'on est moins dogmatique que ça. C'est la question d'enrichir en fait le processus de projet pour accélérer le changement de paradigme. Et puis après je me suis posé, mais il n'y a pas qu'un paradigme, il y en a peut-être que 7 en fait. C'est peut-être ces points qui sont sur des changements de paradigme, parce qu'il y a plusieurs visions et comment on arrive à changer, comment on fait autrement, comment on trouve des alternatives à finalement des processus et des pratiques. C'est pas seulement des normes et des règlements, mais c'est aussi des pratiques et d'une culture en fait de faire dans un mode, dans une société qui est de consommation à outrance, extractiviste, comme vous le savez, et puis face à des défis qui sont des bouleversements. On parle de changement climatique, mais il y a aussi l'effondrement de la biodiversité, il y a aussi crise sociale et participation du public, dont on sait que c'est compliqué et on a du mal à les intégrer dans l'ensemble des projets urbains. Du coup, la première chose, c'est le seul négatif que je vais mettre, c'est ne pas détruire. Ne pas détruire pour des questions évidemment, comme vous le savez, tout simplement de production de déchets. Le BTP, c'est un chiffre clé, c'est 70% des déchets, c'est produit par le BTP. Et on voit, et un des points, alors je reviens de Bruxelles, on en a beaucoup parlé ce matin. Le maître architecte de la ville de Bruxelles dit prière de ne pas démolir, plus doucement. Et en effet, alors, je fais comme ça, pardon. Ah oui, pardon. Et en effet, donc cette démolition, elle est toujours très présente. Le schéma linéaire, extraire, produire, consommer, jeter, est très présent toujours sur les opérations d'aménagement. Voilà, donc c'était en priorité cette question de considérer l'existant. Deuxième point, prendre soin. Quand la civilisation n'est pas soin, elle n'est rien, écrit Cynthia Fleury, qui est une philosophe qui travaille sur le sujet du soin par le biais d'une chaire aussi de recherche hospitalière avec les écoles d'architecture. Et la question de l'accueil, derrière l'attention à la générosité, faire avec l'existant, c'est mieux regarder l'existant, prendre soin et mieux voir les invisibles. Alors il y a évidemment les délaissés, ceux qui sont précaires, dont Cynthia Fleury en fait s'occupe beaucoup, et il y a aussi finalement cette considération de l'ouvrage, de l'assemblage d'objets, et puis pour pas inspirer par les sociologues des objets, Denis et Ponty, sur le soin des choses, ce qui implique dans les processus de projet de prendre soin de ceux qui prennent soin des choses, souvent les invisibles, ceux qui font l'entretien, la gestion, de considérer donc l'ouvrage comme quelque chose qui a été fonction
comment dire, d'énergie, hein, puis de concours, donc à un moment d'une action publique, de redonner de la valeur au chantier et à l'altérité, de redonner aussi de la valeur aux compétences, aux architectes par exemple du patrimoine, aux architectes de copropriété, aux architectes qui ont cette expérience du soin et de la façon dont on entretient. Et puis, ça, derrière, on a pas mal d'actions sur la question de matériaux écologiques, de durabilité et de l'implication des utilisateurs, de ceux qui vont entretenir ensuite, après le bâtiment, de tout cet intérêt dans la question du processus de projet et qui doit innerver la façon dont on réalise au préalable, en fait, le renouvellement de la commande. Donc là, une simple cage d'escalier, vous voyez, c'est aussi la question de faire du banal, une chose finalement assez extraordinaire. Et quand on voit même l'effet spatial, mais aussi la question de la durabilité des matériaux par rapport à la lisse ou par rapport à la menuiserie en bois, on voit qu'on peut faire en fait du banal quelque chose qui est durable et de valeur. Donc là, on a derrière aussi toute la question comment on juge et comment on juge de la valeur des choses. Donc évidemment, réagir, réemployer, réhabiliter, rénover, requalifier, redessiner, transformer. Donc la réhabilitation, aujourd'hui, il y a quelques années, ce n'était pas encore dans l'air du temps. Aujourd'hui, c'est fait consensus. Beaucoup d'acteurs sont sur cette question-là. Tous les architectes pratiquement ont des références sur la question de la réhabilitation. Et ça demande aussi, pour nous, pour les questions du dispositif, d'adapter certaines mesures, certaines règles sur la question de réhabilitation. Quelle représentation adéquate on peut faire pour appréhender la question de la pratique des maîtrises d'ouvrage, quelle posture particulière dans la manière d'intervenir. Pour illustrer en fait cette question-là, j'ai été voir dans la base de données du ministère. Grâce à elle, j'ai quelques images que je peux en open source vous partager et j'ai trouvé, donc c'est arbitraire aussi, ce paysage urbain des plus ordinaires et en même temps des plus extraordinaires puisque par l'histoire, une histoire aussi qui peut être donc sidérurgie, puis toute l'histoire du bassin minier extrêmement en fait particulière. Et vous avez là donc, alors c'est pas Noyelles-Godault. J'ai fait une enquête parce que j'ai regardé le clocher de l'église, savoir s'il y avait un monument historique dans la banalité. C'est Courcelles-Leslens, en fait, qui est juste à côté. Vous voyez comme quoi la base du ministère n'est pas très bien renseignée, mais ça permet justement d'aller regarder. Donc en fait, on a un paysage qui est soi-disant banal ou ordinaire, et en fait, on a toujours évidemment quelques clés de lecture, notamment l'église, qui n'est pas protégée. Donc on est encore sur des questions de patrimoine, mais ordinaires, pour des questions en tout cas de procédure. Hein. On n'a pas à aller chercher la question de la protection, ni des obligations. Et puis vous avez aussi ce collège qu'on aperçoit en fait là-bas. Tout ça pour dire qu'à un moment, la question de la valeur de l'existant, qu'il soit protégé, pas protégé, il y a une question du regard qu'on va porter sur l'objet ou sur l'usage et sur les modes de vie aussi du tissu. En ayant travaillé en Martinique, en fait, la question, c'était pas faire un relevé ou un inventaire du bâti avec l'ensemble des détails architecturaux qui sont toujours importants, mais un relevé des modes d'usage et des modes d'habitat. Ce qui fait qu'on n'est plus sur la question d'utilisation ou de l'histoire des choses, ou même de l'usage et de l'utilisation des habitants, que sur des objets qui sont sortis de l'histoire ou de la façon dont on les utilise. On est encore sur une question de regard et donc de fabrique à un moment délivrable ou de la façon dont on va apporter du projet de la transformation. Évidemment, un quatrième point qui est le nôtre, c'est stimuler la création, saisir intelligemment des opportunités pour agir sur tout le territoire. Et c'est par l'existant qu'on peut trouver des moyens de renouveler la commande. Et pour nous, c'est donner l'accessibilité de la commande à des jeunes agences, de renouveler la conception des concepteurs, de multiplier sur des questions de réhabilitation, sur des questions même de petits projets. J'ai, de façon encore arbitraire, trouvé un petit projet grâce à une architecte consultante de la MIC qui a juste une mission sur un bâtiment
qui était peut-être ordinaire, qui est un magasin de la COP à Strasbourg, symboliquement extraordinaire, bien sûr, et qui a une mission par la SPL. Et je l'ai mis là parce que c'était une mission de maîtrise, un marché maîtrise d'œuvre de moins de 40 000 €. Donc ça veut dire que même sous le seuil des seuils, c'est-à-dire en dessous des MAPA, on peut trouver matière à faire une mise en concurrence et à faire avec une petite commande quelque chose qui ressemble quand même à quelque chose qu'on va faire de façon extraordinaire, c'est-à-dire un lieu où il y a du réemploi, où on peut partager, faire une maison du projet. C'est devenu une maison du projet. C'était un magasin avant de la COP. Donc il y a eu une petite mission diagnostique, il y a eu une intervention acoustique, et avec des architectes, donc Eva Ménard, agence Pourquoi pas, associée à une association aussi qui travaille sur le réemploi. Voilà, vous avez là une photo de nuit qui fait une belle lanterne dans le quartier. Bon, c'est aussi, on est à Strasbourg, on est quand même sur une maîtrise d'ouvrage professionnelle. Néanmoins, il n'y a pas de difficulté à un moment à travailler à chaque fois qu'on transforme l'existant avec un concepteur qui va magnifier l'existant et qui va trouver surtout des filières locales pour pouvoir faire travailler les petites associations comme les architectes l'ont fait avec l'association de réemploi. Sourcer, se ressourcer, bien sûr, je viens d'en parler là sur la question des filières, j'accélère, pardon, j'en suis au numéro 5, il y en a 7. Raréfaction et coût grandissant des énergies fossiles, nous ouvre une ère nouvelle, nous la dénommons l'après-pétrole, afin de marquer les ruptures de cette transition énergétique, amènera dans notre façon d'aménager l'espace terrestre, d'y organiser la production, d'y habiter ou de nous déplacer. Ça, sont les paysagistes de l'après-pétrole qui réfléchissent à valoriser des projets qui travaillent sur la question de demain, qui travaillent sur la question de la transformation des paradigmes et de les multiplier. Alors pour ça, tout simplement, quand on est sur les filières locales, il y a beaucoup de sujets, évidemment, notamment on parlait ce matin des acteurs, des réseaux, des questions aussi de réemploi. Ici, le stock de Rotor à Bruxelles, qu'on peut retrouver ailleurs. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de plateformes encore de matériaux qui se créent sur les territoires. Il y en a quelques-unes. Toute la question des filières de réemploi se multiplie et ça pose en fait chez nous des questions d'accompagnement, des questions qu'est-ce qu'on met dans les cahiers des charges, des questions de garantie, mais tout ça, les réponses arrivent et puis on a les exemples aujourd'hui et des retours d'expérience qui sont très intéressantes sur lesquels il faut qu'on nourrisse en fait notamment la commande publique pour accélérer sur cette question de réemploi. On est aussi sur le premier point, sur la question de la production des déchets, et surtout aussi la question du réemploi de matériaux souvent pérennes. On voit ici des portes en bois, voilà. Et ce qui amène en fait aussi sur notre propre expérience, une façon de concevoir très différente, une façon aussi de juger l'architecture très différente, dans le sens où on amène une forme d'éclectisme, de patchwork, une forme d'altérité en fait des matériaux que l'on accepte aujourd'hui, qui était difficile il y a quelques années, mais qui aujourd'hui de plus en plus sont acceptés de façon culturelle. Donc vous voyez que ça amène des changements, pas seulement sur des questions de règles, pas seulement sur des questions de pratique, mais vraiment sur des questions culturelles et d'acceptation. Bon, la question du réemploi, j'ai mis quand même aussi une commande d'espace public, elle a toujours été très présente sur la façon de pouvoir aussi se servir dans des stocks qui ont été ici trouvés derrière la mairie. Rien, il n'y a eu aucun apport de matériaux dans ce projet, on est dans la Drôme. C'est un travail extrêmement frugal qu'a mené Pénélope Haas, une paysagiste conceptrice, avec la commune de Montjoux-la-Bayette, un projet qui a été récompensé par les CAUE, c'est pour ça qu'il est là sur l'écran, et qui est extrêmement exemplaire sur la question de la lecture de l'existant, du faire avec, et du travail de renouveler les pratiques et de retrouver les pratiques aussi de pierres sèches et des matériaux locaux in situ. Voilà, c'est un projet qui est très documenté, que vous pouvez retrouver en ligne. 6e point, co-construire des espaces de concernement. Alors c'était la question du participatif. Espace de concernement, c'est une expression assez intéressante qui est menée avec la mission Val de Loire,
et qui veut dire à un moment des lieux ou des espaces où ceux qui se sentent concernés viennent, voire même ceux qu'on va concerner ou ceux qui sont potentiellement concernables, en fait. Ça va plus loin que ceux qui sont utilisateurs, les acteurs directs. Ce sont aussi ceux qui, finalement, ont travaillé peut-être sur le sujet, ceux qui sont peut-être très loin, mais qui ont des accointances ou des appétences. Et donc, c'est faire culture. Alors, c'est ce que dit Maude Le Floch, qui est urbaniste et directrice du Pôle des arts urbains, qui travaille sur l'urbanisme culturel, et elle dit elle dit faire culture avant de faire projet devient un préalable de mutation. Et ils mettent en place comme ça beaucoup d'outils de pratique qui sont des résidences, des événements, des chantiers écoles, des campements actifs, qui permettent d'impliquer les citoyens ou citoyennes pour la transformation d'un entour dont ils sont les premiers concernés. Toute la question en fait de la participation, de toutes ces dynamiques en fait qui intègrent le projet, qui sont aussi diverses que le sont les territoires et les projets. Et vous avez là, donc je vous ai mis quelques exemples. Arteplan, c'est toute la frise en dessous qui est portée par le Polo, qui est une ressource inimaginable inspirante de beaucoup de projets. Vous avez au-dessus l'école du terrain, que vous connaissez peut-être parce qu'à Roubaix, il y a des questions qui sont portées par Patrick Bouchin, qui forment en fait comme ça des permanences à la fois d'architectes ou de concepteurs sur site, qui font en tant qu'habitants. Alors je l'ai compris quand j'ai suivi en fait une permanence, on n'est pas là pour concerter ni co-construire, on est là en tant qu'habitants. Et ce qui change la donne parce qu'il y a cette question de permanence et cette question d'interaction et de faire avec finalement les premiers concernés. Et puis vous avez tout simplement une pratique qu'utilisent les paysagistes concepteurs qui sont diagnostics en marchant, qui est une méthode en fait de mise en place, tout simplement de faire, d'écouter avec les élus en premier chef et les habitants sur le terrain pour amorcer un projet, d'être là et recueillir la parole. Donc, et enfin, être à l'écoute des milieux, bien sûr. Et là, ça pose vraiment la question aujourd'hui de multiples problématiques. On entend sol vivant, on entend qualité de l'air, on entend gestion de l'eau. En fait, vous avez tous ces milieux, toutes ces interactions avec la biodiversité et ces écosystèmes dont on fait partie. On est constitué d'eau, on est constitué aussi d'animaux, puisqu'il y a des bactéries, il y a autre chose. Donc voilà, donc c'est tout ce milieu vivant. Qu'est-ce qu'on en fait et comment ça se passe pour pouvoir travailler pour le vivant? Ça pose des vraies questions. Et alors, il y a une démarche qui s'appelle le Parlement de Loire, qui est très intéressante parce qu'elle arrive finalement à décentrer le regard et produire cet espace de concernement. C'est là-bas dont on en parle. Et ce que dit en fait Camille de Toledo, qui est un écrivain juriste, qui participe et qui est même très actif dans cette démarche, qui ont mené des auditions, ils ont produit un livre, Le fleuve qu'ils voulaient écrire, et il dit, si face à un état d'alerte, une des solutions était de mieux connaître la Loire, de nous mettre à l'écoute du fleuve, de l'observer, de le comprendre, et si nous invitions Loire à la table des négociations. Donc personnifier le fleuve, se dire que comme il est le sujet des projets d'aménagement, on l'invite à la table, mais qui est fleuve, qui est Loire, comment on le fait parler, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que du coup, par cette table des questionnements, on amène à faire parler le baigneur, le pêcheur, le voisin, le riverain, les poissons, comment on fait parler les poissons, alors pas seulement par le scientifique qui connaît les poissons peut-être à l'Adréal, au ministère ou ailleurs, mais peut-être par celui qui connaît le mieux. Et donc c'est cette table des auditions qui rassemble et dont ils ont maintenant, au bout de 5 ans, produit beaucoup de choses, à la fois de la connaissance, à la fois l'idée que les entités naturelles ont un droit, et à la fois produire à un moment des lieux qui sont souvent festifs avec la population et qui font qu'au départ, c'était seulement une idée entre 4 scientifiques universitaires, puis la mission Val-de-Loire. Et puis maintenant, il y a les élus, il y a des associations, il y a un label qui produit en fait, qui labellise des entreprises sur l'économie
Et donc, de plus en plus, en fait, vous avez quelque chose qui amène, en fait, dans un espace apaisé, cette question de comment on peut interroger les milieux. Et nécessairement, la commande publique, en fait, se nourrit de ça et se repose des questions sur la façon de faire et la façon d'associer, en fait, les sujets. Voilà, je finis là-dessus, mais je finirai plutôt là-dessus, c'est-à-dire comment on fait parler l'invisible, comment on fait sonner les bâtiments, comment, en fait, on regarde l'existant autrement que par nos propres préjugés. Voilà, merci de votre attention.